Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Alors, vous n'avez pas Olivier. été courir aujourd'hui? On n'est pas allé courir. Non, bon marathon, marathon Saméar, comme on dit ici en Israël. Voilà, le jour du marathon. On va parler non pas du marathon, mais d'une personnalité qui a beaucoup couru dans sa vie. Non, je rigole. Pas tout à fait. Oui, en effet, puisque à la date d'aujourd'hui, le 9 mars 1982, est décédé le Rav Tzvi Yehuda Kook, le célèbre Rav Tzvi Yehuda Kook. Et j'aimerais quand même rappeler qu'à la même date, mais avec 10 ans d'écart, le 9 mars, mais cette fois-ci 1992, ce sera Menachem Begin qui lui aussi décédera dans cette journée. Alors le Rav Tzvi Yehuda Kook, il est connu d'abord pour être le fils de son père. Il est né dans l'Empire russe en 1891 où son père était rabbin. Il fait son aliyah avec son père en 1904. Ils vont s'installer à Yafo où bien son père va devenir le grand rabbin de la ville de Jaffa. Il va continuer lui très rapidement à l'âge de 15 ans, il va étudier à Jérusalem dans la célèbre yeshiva de l'époque Torah Sraim pour être plus qui aujourd'hui c'est le bâtiment d'Ateret Kohanim, là où le rabbin Aviner, voilà exactement. Et là donc il va étudier et très rapidement en fait il va s'occuper de faire d'imprimer les livres de son père. Donc son père qui commence déjà à écrire plusieurs il va surtout les écrire ou les réécrire plus exactement, non? Non, il va pas cela. Son père est toujours en vie, donc il fait juste ce qu'on appelle en hébreu la haricha, la mise en page, des livres de son père. Et puis il va aussi, au bout d'un moment, il se rend compte, il trouve qu'il n'a pas assez étudié la Torah, puisque c'est très rapidement, très jeune, il s'occupe de faire de la mise en page et non pas de l'étude même. Et donc il va aller étudier. Alors c'est assez intéressant pour l'époque. Il va étudier à Porat Yosef. Porat Yosef, ça vous dit quelque chose? Oui, on va dire Yosef. Voilà, exactement. Là-bas. Donc c'était la grande yeshiva de l'époque. Séfarade de l'époque. C'est important parce que ça change d'avoir d'abord parce que la tradition talmudique et la tradition de l'étude est différente chez les séfaradim et chez les ashkenazim. Les méthodes sont différentes, donc il va aller étudier et puis ensuite il va aller en Allemagne où il va aussi étudier dans une yeshiva et il va aussi aller à quelques cours de philosophie à l'université locale. Voilà. Et puis il va revenir en Israël. Non, justement, il vient d'arriver, et puis il y a la Première Guerre mondiale qui éclate en 1914. Il va rejoindre son père. Son père était aussi en Europe au moment de la Première Guerre mondiale, et il va se retrouver en Suisse, entre autres passer par Montreux. Donc le Rav Tzvi Yehuda Kook et son père vont y être pendant... à la yeshiva du Rav Botchko. À la yeshiva, voilà. Et ensuite, il va tourner encore un petit peu en Europe. En 1922, il se mariera avec Ravalea Hautner à Varsovie. Ravalea Hautner qui n'aura pas d'enfant et qui mourra en 1944. Et Rabbi Tzvi Yehuda qui restera veuf pendant Non, il ne se remariera jamais. Il sera veuf pendant plus de 40 ans. Alors, ce qu'il y a de très important pour le Rav Tzvi Yehuda Kook, si son père a lancé une nouvelle manière d'étudier, presque un mouvement philosophique ou un mouvement religieux qui remet au centre, qui remet pour sa centralité la terre d'Eretz Israël. Et le Rav Kook, le père, Avraham Yitzhak Kook, c'est pas seulement de mettre la centralité de la terre d'Israël au centre, mais c'est aussi une certaine, sovlanut, une certaine... tolérance. Une tolérance, merci. Une certaine tolérance envers les personnes qui ne sont pas religieuses, et de voir dans le mouvement sioniste, qui est un mouvement au départ complètement laïque et presque anti-religieux, d'y voir la main de Dieu. C'est-à-dire que si des laïcs aujourd'hui construisent le pays, eh bien le travail de leurs mains est décidé par Dieu, et il faut y voir... ce qui a valu les foudres d'ailleurs du public orthodoxe. Et c'est aussi important parce que non seulement
c'est Dieu qui veut qu'un État soit construit de cette façon laïque, mais ça participe à la rédemption. C'est-à-dire que la Géoula, la rédemption, va arriver... Donc ça, c'est une idée nouvelle qui a été instaurée, qui a été, diffusée par le Père. Le Fils va continuer cette idée. Alors, le Fils, il continue, et ce qu'il va faire... le Fils, d'abord, il va avoir de l'importance. Il va reprendre la direction de la yeshiva de son père. Son père ouvre une yeshiva qui est juste à côté, la yeshiva du Rav Kook, qui au départ ne s'appelle pas la yeshiva du Rav Kook, qui s'appelle yeshiva Eretz Israélite, Merkazite. Elle est censée être centrale dans le monde pour diffuser donc cette Torah de rédemption, cette Torah de Géoula. Et son fils donc va être le Rosh Yeshiva. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il va être à la tête donc de cette yeshiva quand des choses extraordinaires vont avoir lieu. D'abord 1948, la création de l'État d'Israël. Ensuite 1967, la guerre des 6 jours, et grâce à cette guerre des 6 jours, eh bien on va avoir la réunification de Jérusalem et on va retourner sur les lieux saints juifs. Alors il faut quand même dire que c'est quand même assez c'est troublant. En 1967, Yom HaTzmaut 1967, donc à peu près une vingtaine de jours avant la guerre des 6 jours, alors que tout le monde se réjouit, Rav Tzvi Yehuda fait un discours qui est très célèbre, et dans ce discours, il dit tout le monde se réjouit pour la création de l'État d'Israël, mais on a oublié les lieux saints. Où est Hebron, où est la vieille ville, etc. Et quelques jours après, alors les gens vont voir ça comme presque un discours prophétique, exactement. Donc ça, c'est le Rav Tzvi Yehuda. Mais il n'était pas déjà dans la yeshiva du Merkaz Harav ? Si. Ah oui. Mais oui, j'ai pas compris. La yeshiva que son père avait créée, qui ne s'appelait pas à l'époque Merkaz Harav, quand son père meurt, elle va s'appeler. Il a créé donc la yeshiva du Merkaz Harav. Donc il est à la tête de cette yeshiva. Dans le quartier de Kiryat Moshe. Dans le quartier de Kiryat Moshe, c'est un peu plus tard, quand au départ ils étaient à côté, mais puis au bout d'un moment à côté c'était trop petit, donc ils sont partis à Kiryat Moshe. Je croyais que c'était déjà en 67, c'était déjà dans le quartier de Kiryat Moshe. Je pense pas. Et ensuite, ce qui se passe, et c'est assez intéressant, c'est que les élèves du Rav Tzvi Yehuda, donc qui sont remplis quelque part de cette idéologie, voilà, cet enseignement messianique, vont aller encore plus loin, et c'est eux qui vont créer le parti et le mouvement du Gush Emunim. Alors ce mouvement du Gush Emunim dont on avait parlé déjà, qui va en fait reconstruire toutes ces régions qui viennent d'être libérées, donc que ça soit Jérusalem-Est, que ça soit la Judée, la Samarie, ou bien la bande de Gaza ou le Golan. Donc c'est un mouvement qui est très fort, et ce mouvement en fait, alors c'est très intéressant parce que le Rav Tzvi Yehuda, c'est un mouvement politique, c'est un parti politique. C'est un mouvement politique, ça va se transformer un peu plus tard en parti politique et en mouvance du parti nationaliste religieux. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le Rav Tzvi Yehuda ne leur a pas dit prenez des tentes et allez vous installer, et puis prenez le contrôle de cette colline ou de celle-là. Et à plusieurs reprises, les élèves viennent le voir et disent est-ce qu'on peut le faire, et le Rav Tzvi Yehuda, il a quelque chose de très important, c'est la mamlertiout, c'est-à-dire on ne va pas à l'encontre de ce que décide le gouvernement. Et pardon. Mais à nouveau, les élèves vont faire pression, et un jour, quelque part, ils vont lui dire bon, on le fait quand même, que le Rav donne sa bracha ou pas, et le Rav sera quand même très content de ce qui a été fait. Donc, voilà. Et je vais juste terminer par dire qu'un des enseignements très importants du Rav Tzvi Yehuda, le Rav Tzvi Yehuda n'a pas écrit, contrairement à son père qui lui a écrit des centaines de carnets et de livres, etc. Le Rav Tzvi Yehuda n'a pas écrit, il donnait des cours, et ces cours étaient retranscrits, et donc on a plusieurs personnes qui ont retranscrit, dont le Rav Aviner, et on raconte que le Rav Tzvi Yehuda avait l'habitude de prendre les notes de Rav Aviner en disant voici ce que j'ai dit, ceci est vrai. Et le Rav Tzvi Yehuda avait aussi une particularité, il encourageait l'enseignement de la Emouna, donc de la philosophie autour de tout ce qui est la foi. Et quand un jour on lui a posé la question, quand on a ouvert la yeshiva de Machon Meir, qui est donc une yeshiva pour des gens qui ont fait tchouva, on lui a dit par quoi faudrait-il commencer. Est-ce qu'on commence, quelqu'un qui fait tchouva, on doit lui enseigner d'abord de la halacha, on doit lui enseigner d'abord du tanar, par quoi faut-il commencer? Il avait dit non, la Emouna c'est la chose la plus importante, au moins 2 ans d'Emouna, et ensuite on passera à autre chose. Je ne sais pas si c'est fait aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est une mouvance qui a extrêmement changé. Be'ava ve be'emouna. Exactement. Voilà.
le slogan de Mahon Meir. Merci beaucoup de nous avoir parlé du Rav Kook qui est décédé comme aujourd'hui, le 9 mars. Le 9 mars. Voilà, bonne journée, Merci, Shabbat Shalom. Bonne journée, à bientôt, Shabbat Shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.